Décentralisation au Tchad entre volonté politique et réalité du terrain. Sommes-nous vraiment prêts? Commençons par dire la vérité. Ce séminaire est historique, mais est-ce que le terrain suit? Bonjour et bienvenue dans votre podcast Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Aujourd'hui, on entre dans un sujet très sérieux, très national, très stratégique et surtout très attendu par des millions de Tchadiens depuis des années, la décentralisation. Depuis le 21 juillet 2025, le pays est officiellement entré dans une nouvelle phase avec le séminaire national sur la décentralisation. Un événement majeur où le président de la République et le Sénat ont pris la parole. Des grandes annonces, des engagements fermes et une feuille de route qui pourrait changer la manière dont le pays est géré. Mais alors, la vraie question est là. Est-ce que ce qu'on dit à N'Djamena se concrétise dans les villages? Est-ce que nos communes ont les moyens d'exercer les responsabilités qu'on veut leur transférer? Et surtout, est-ce que les populations comprennent vraiment ce qui est en train de se jouer? C'est ce qu'on va décrypter sans langue de bois. Le chef de l'État veut rapprocher le pouvoir des citoyens, mais peut-on vraiment gouverner depuis la périphérie sans avoir d'abord équipé la base? Le président Mahamat Idriss Déby Itno a pris la parole devant toutes les institutions du pays. Il a parlé avec force, conviction et clarté. Selon lui, la décentralisation n'est pas une réforme comme les autres. C'est un tournant, c'est une refondation, un transfert de pouvoir qui doit permettre aux Tchadiens de ne plus attendre de N'Djamena. Il insiste, je cite, « Cette réforme n'est pas technocratique, elle est politique, elle est populaire, elle répond à une demande légitime exprimée lors du dialogue national inclusif et souverain. » En clair, les décisions doivent désormais être prises au niveau local. Les provinces et les communes doivent devenir des moteurs de développement. Chaque collectivité autonome doit développer ses propres solutions adaptées à sa réalité. Mais très vite, un problème de fond surgit. Avons-nous vraiment pris le temps de préparer les collectivités locales à recevoir ces responsabilités? Où en sommes-nous avec les routes, l'énergie, les bâtiments administratifs et les connexions Internet, sans oublier les ressources humaines? Est-ce que le président a raison dans sa vision? Oui, mais est-ce que le pays est prêt à l'appliquer? Là est la réponse la moins évidente. Le Sénat alerte. Il y a un vrai retard sur les transferts et ça commence à inquiéter même ceux qui veulent y croire. La très honorable Lady Beasemda, deuxième vice-présidente du Sénat, l'a exprimé sans détour, je cite, « Depuis 4 ans, on parle de la décentralisation, mais le transfert des compétences et des ressources n'est toujours pas effectif. » Elle enfonce le clou. Je cite, « Les collectivités sont mises en place, mais elles sont vides. Pas de budget, pas de personnel, pas d'outils. » Le Sénat rappelle qu'il représente les collectivités autonomes dans notre système bicaméral et donc ce sujet est au cœur de ses préoccupations. Il appelle à mettre fin à l'attentisme, cesser les discours théoriques et commencer les actions concrètes sur le terrain. Mais ce qui est plus inquiétant encore, c'est que le Sénat ne se sent pas pleinement impliqué. Je cite, « Il faut créer un vrai pont de collaboration entre le gouvernement et le Sénat, dit-elle. » Et là, on commence à voir que même au sommet, la coordination n'est pas encore parfaite. Le président veut un transfert progressif, mais surtout simultané avec les moyens, sauf que personne ne voit encore ces moyens. Le président évoque 2 principes fondamentaux. La progressivité, faire les choses étape par étape. La concomitance, transférer les compétences en même temps que les ressources. Très bonne idée, mais dans la réalité, où sont les moyens? Quels budgets sont alloués aux communes en 2025? Qui contrôle le respect de ces progressions? Et où est le calendrier officiel promis par le chef de l'État? Le président dit avoir donné des instructions au gouvernement pour établir un planning clair, mais jusqu'à présent, rien n'a été publié de manière publique, détaillée et consultable.
C'est ce manque de visibilité qui alimente les doutes. On ne peut pas faire confiance à une réforme si on ne sait ni quand elle commence, ni comment elle va s'appliquer. Le financement local, un pilier fondamental, mais sans système fiscal opérationnel, quelle autonomie réelle pour nos communautés? Le président propose un plan financier en 4 étapes. Renforcer la fiscalité locale, mettre en place un mécanisme d'équité entre les territoires riches et pauvres, créer un fonds national pour les collectivités autonomes, encourager les partenariats publics-privés au niveau local. Là encore, c'est très ambitieux, mais posons-nous les vraies questions. Les communes savent-elles recouvrer leurs taxes? Les populations ont-elles confiance pour payer les impôts locaux? Y a-t-il une direction fiscale locale équipée et formée pour ça? Sans ces éléments, on risque d'avoir des collectivités qui portent le titre sans les ressources. Le président veut la transparence, mais le Tchad n'a jamais vraiment instauré la culture de redevabilité. On parle de budget participatif, de comités de quartier, de consultations citoyennes. Il demande que les élus locaux rendent compte régulièrement et il insiste sur l'importance de la gestion rigoureuse des ressources. Mais là encore, la base n'est pas solide. Qui va surveiller? Est-ce qu'il y a des outils numériques déjà disponibles pour publier les marchés, les subventions? Et surtout, les citoyens sont-ils formés pour exercer un contrôle citoyen? Si ce n'est pas le cas, on risque de décentraliser la corruption. Le Sénat propose des actions concrètes, mais seront-elles réellement prises en compte? Le Sénat ne veut pas rester spectateur. Il propose des missions parlementaires d'observation dans les provinces, une révision des lois sur la décentralisation, un travail avec le Conseil constitutionnel pour clarifier les rôles entre État et collectivités. C'est pertinent, c'est utile, mais tant que la coordination entre institutions reste faible, ces bonnes idées risquent de rester sur la table ou dans les tiroirs. Et si on construisait d'abord les fondations solides avant de monter les étages? Le président l'a dit, je cite, « En tant que garant de la Constitution, je n'accepterai aucune entrave à la réforme. » Mais l'enjeu ici, ce n'est pas de savoir s'il y aura des blocages, c'est de savoir si les fondations sont suffisamment solides pour qu'on ne construise pas sur du sable. Proposition concrète pour que la réforme soit une réussite et pas un mirage. Publier immédiatement un calendrier clair avec des dates de transfert des compétences. Organiser des formations locales pour les élus, agents et citoyens. Créer un portail numérique national pour suivre les budgets locaux. Associer les jeunes, les femmes, la société civile dans les conseils de suivi. Mettre en place un audit annuel indépendant des collectivités et publié en ligne. La vraie décentralisation, ce n'est pas transférer le pouvoir, c'est transférer la responsabilité. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode dense mais nécessaire. La décentralisation est une chance, mais si elle est mal préparée, elle deviendra un échec collectif. Mais restons optimistes. Que chacun prenne sa part de responsabilité, gouvernement, Sénat, collectivité, citoyens que nous sommes, car un pouvoir mal exercé localement fera plus de dégâts qu'un pouvoir mal exercé à N'Djamena. C'était Esprit 2.0, la meilleure version de toi. On se retrouve la semaine prochaine dans nos modules habituels et d'ici là, portez-vous bien et ne ratez aucun élément de ce séminaire. À très bientôt.